Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. On va pouvoir commencer. Les retardataires nous rattraperont en cours de route. Vous êtes déjà très nombreux connectés. Le thème de ce webinaire aujourd'hui, c'est l'assurance vie et la SCPI, et notamment la question de comment pouvoir loger la SCPI recosée dans un contrat d'assurance vie. Donc, on va évoquer évidemment tout ça aujourd'hui ensemble. Et je suis accompagné aujourd'hui de Maude Fernagu. Bonjour Maude. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Maude qui est chargée de relations investisseurs chez Iroko, qui est là pour accompagner l'ensemble des épargnants dans leur projet d'épargne et les conseiller sur leur investissement et notamment sur les contrats d'assurance vie. Alors, l'ordre du jour, donc on va essayer de garder un format assez court, une trentaine de minutes environ, incluant la session de questions-réponses. Et on va faire ça en deux temps. Le premier temps, on va aborder le fonctionnement même d'une SCPI et de l'assurance vie. Et puis, on verra très concrètement l'offre qu'on met en avant aujourd'hui qui permet de loger les SCPI recosées dans un contrat d'assurance vie. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Donc, tout le monde a commencé à se présenter et à dire bonjour. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans ce chat-là. Nos équipes sont là pour y répondre. On a Henri et Olivier qui sont également chargés de relations investisseurs et qui sont à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions dans le chat. On va essayer d'en traiter un maximum. Et puis, on reviendra sur les questions les plus posées à la fin avec Maude. Vous avez également un sondage qui est lancé. Il y a quelques questions qui vont être lancées qui vont permettre d'orienter notre présentation. Et le premier sondage est parti d'ailleurs. Donc, c'était effectivement, comment avez-vous investi dans la SCPI Rocosen? On voit que vous êtes plus de 80% à l'avoir déjà fait en direct et il y a 15% de personnes qui n'ont pas encore investi. Donc, je pense que ça peut être intéressant, Maude, de revenir dans un premier temps sur le fonctionnement même d'une SCPI, même si c'est assez rapidement. Oui, bien sûr, je vais résumer le fonctionnement général. Quand vous investissez en SCPI, vous en achetez des parts, vous devenez donc associé de cette SCPI. La SCPI va ensuite convertir les fonds que vous lui confiez, les transformer en immobilier. Elle va constituer un parc immobilier et elle percevra à ce titre des loyers de la part de ses locataires qu'elle vous reversera ensuite sous forme de dividendes après expiration du délai de jouissance et après application de ces frais de gestion. Donc, l'avantage d'un investissement en SCPI, c'est de générer des revenus potentiels complémentaires réguliers. Dans le cas d'Irocosen, ce sont des revenus mensuels. Et ce, sans contrainte de gestion, contrairement à un investissement immobilier en direct, où on doit trouver un bien et ensuite gérer d'éventuels travaux et des locataires. Là, c'est délégué au gérant de la SCPI en contrepartie de frais de gestion. Et puis, on va pouvoir accéder d'une part à de l'immobilier d'entreprise et à un parc immobilier qui est diversifié. Encore une fois, pour Hirokozen, on a une diversification à la fois géographique et sectorielle, et ça va venir diluer les risques qui sont liés à un placement en SCPI. Ah, excuse-moi Antoine, on ne t'entend pas. Pardon, merci. Très clair, merci Maud. Effectivement, quand on parle de la SCPI et de ses avantages, on va présenter évidemment aussi les risques. C'est important de les avoir en tête. Globalement, il n'y a pas de surprise, c'est les mêmes risques que l'on rencontre lorsqu'on investit dans un appartement et comme en location. C'est les risques liés à l'immobilier. À savoir que le capital et les revenus ne sont pas garantis. Le capital, il peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution de la valeur même des immeubles et du patrimoine de la SCPI. Et les revenus, ils vont dépendre du bon encaissement des loyers. Et ils peuvent également varier. La liquidité également est limitée. On est sur l'immobilier, donc par définition, ce n'est pas le placement le plus liquide. Acheter un immeuble prend du temps, revendre un immeuble prend du temps. C'est la même chose dans les SCPI. Pour qu'on puisse satisfaire demain votre demande de retrait, il faut qu'elle soit compensée par un nouvel entrant. C'est comme ça que ça fonctionne dans les SCPI. Aujourd'hui, chez Iroko, on n'a aucune difficulté à compenser les éventuelles sorties, puisqu'on a entre 40 et 50 millions d'euros de collecte tous les mois. Donc, on n'a pas de difficulté aujourd'hui. Néanmoins, si jamais demain, effectivement, il y a un retournement de marché et qu'il y a beaucoup plus de monde qui veut sortir de la SCPI, on aura des difficultés de liquidité. Et à ce moment-là, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, et dont l'une d'entre elles qui serait de revendre un immeuble. Et donc, ça ne prend pas quelques jours, mais plutôt quelques semaines, voire quelques mois. Il y a des risques, effectivement, qui sont liés à l'endettement également, puisque lorsqu'on investit dans une SCPI,
la SCPI est en capacité de pouvoir investir avec de la dette et donc ça amène un risque supplémentaire. Néanmoins, Maud, tu l'as dit, de manière générale, la SCPI permet de diversifier un maximum et diluer ce risque-là à faire en placement, puisqu'on va investir sur plusieurs secteurs d'activité, zones géographiques, plusieurs immeubles, etc. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en abordant le fonctionnement de l'assurance vie et de la SCPI. Maud, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du fonctionnement de l'investissement en assurance vie, de la définition même? On entend souvent à dire que l'assurance vie, c'est un produit d'épargne, en tout cas un produit d'investissement financier à part entière. Est-ce que c'est le cas et comment ça fonctionne concrètement? Oui, bien sûr. L'assurance vie, c'est avant tout une enveloppe qui permet ensuite de loger, différents supports, alors notamment des supports, financiers, mais on peut, aussi loger des supports, immobiliers et donc ça permet d'être assez agile dans son allocation et de répondre à différents, besoins et différents profils d'investisseurs. On regroupe, au sein de cette enveloppe qui est l'assurance vie, 2 grandes catégories. Il y a le fonds euro qui est la partie sécurisée, d'un contrat d'assurance vie et les unités de compte. Et là, ce sera assez large, justement. On va pouvoir loger des fonds actions, des fonds obligations, également des SCPI et des SCI en fonction de ce que permettra le contrat en question. Merci Maud. C'est vrai que j'évoquais une des premières idées reçues qui est le fait que la SCPI est un produit financier à part entière, ce qui n'est pas le cas. Tu viens de l'expliquer très clairement. C'est une enveloppe dans laquelle je vais pouvoir intégrer des produits financiers. Il y a d'autres idées reçues comme ça. On entend souvent dire que l'assurance vie, finalement, c'est simplement une assurance décès, que les fonds sont bloqués pendant 8 ans. Que si jamais j'ai déjà un contrat d'assurance vie ouvert, il n'y a pas d'intérêt à en ouvrir un autre. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur chacune de ces idées reçues, en commençant par la première, et nous dire effectivement si elles sont vraies ou fausses? Oui, alors, effectivement, là, il y a souvent la confusion qui est faite entre assurance vie et assurance décès. Ce sont pas les mêmes produits. Une assurance ou garantie décès, c'est une assurance, pour laquelle on va payer un certain montant tous les mois pour, qu'un capital qu'on détermine à l'avance soit versé ensuite, à des bénéficiaires. Alors que l'assurance vie, c'est un produit d'épargne, comme on le disait, une enveloppe, qui va permettre de faire, fructifier justement, son épargne et aussi de transmettre, son patrimoine. Là aussi, on va nommer des bénéficiaires sur un contrat d'assurance vie. Pour le deuxième point concernant un blocage des fonds pendant 8 ans, il y a une échéance à 8 ans sur l'assurance vie, mais ce n'est pas le délai pendant lequel les fonds sont bloqués, parce qu'on peut procéder à un rachat partiel ou total avant 8 ans. C'est simplement que la fiscalité sera optimale à l'issue de ces 8 années. On reviendra sur le sujet de la fiscalité, mais en tout cas, ça reste un placement qui permet de rester agile et de récupérer ses fonds si besoin, sachant que l'assureur a un délai de 2 mois pour rembourser les épargnants. Et pour le troisième point, d'une part, contrairement à un PEA, on peut ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie. Et il peut y avoir un intérêt à le faire. Si on a un contrat d'assurance vie qui permet d'investir uniquement dans des fonds actions, des fonds obligataires ou un fonds euro et pas dans des SCPI notamment, ça peut faire sens d'ouvrir un contrat d'assurance vie qui permettra de loger d'autres supports d'investissement. Très clair, merci Maud. Une fois qu'on a compris comment fonctionnait un contrat d'assurance vie, l'idée c'est de se demander pourquoi investir dedans et à quel type de profil l'assurance vie peut correspondre. Ce qui est intéressant avec l'assurance vie, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Le premier cas de figure qu'on rencontre assez régulièrement et fréquemment, c'est le fait de pouvoir faire fructifier son épargne en limitant sa fiscalité. On a beaucoup de personnes effectivement et d'épargnants qui nous demandent des solutions pour éviter la fiscalité de la SCPI en direct. L'assurance vie permet effectivement de loger ces SCPI et d'éviter une fiscalité long terme très impactante et très restrictive. Le deuxième, c'est si je suis dans un cas de figure de transmission, je veux transmettre un patrimoine à mes héritiers sans payer trop de droits de succession. L'assurance vie est un très bel outil pour pouvoir faire ça. Et vous avez également la possibilité de préparer un projet ou un achat à long terme. Typiquement, si je suis dans un cas de figure où je veux anticiper le financement des études de mes enfants, le financement d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire,
à horizon 8, 10, 15 ou 20 ans, l'assurance vie peut me permettre de faire fructifier cet argent-là avant de l'utiliser pour ce projet-là. Et ça permet également de diversifier son épargne, puisque dans un contrat d'assurance vie, on va pouvoir loger un tas d'unités de compte, notamment de l'immobilier. On va beaucoup axer la présentation sur l'immobilier. Vous avez également la possibilité d'investir dans des obligations, des actions et autres. Et ça permet, une fois que j'ai constitué mon matelas de sécurité, que j'ai complété mon livret A, de commencer à mettre le pied à l'étrier, d'investir sur des produits financiers, de faire fructifier, de diversifier un peu plus mon patrimoine. Donc, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait et qu'on a compris pourquoi il fallait investir, est-ce que tu peux nous expliquer, Maud, pourquoi est-ce qu'on a intérêt à loger au départ de SCPI dans un contrat d'assurance vie, alors que je peux totalement aller toquer directement à la porte de la société de gestion ou aller voir mon conseiller en gestion de patrimoine et investir plutôt en direct, en pleine propriété? Oui, mais il y a certaines différences et l'avantage, c'est qu'on va bénéficier des caractéristiques de l'assurance vie et de la SCPI, notamment en termes fiscal, puisqu'on évoquait tout à l'heure que après 8 ans, il y a une fiscalité qui est plus avantageuse, y compris avant, parce que lorsqu'on investit en SCPI dans une assurance vie, c'est donc la fiscalité de l'assurance vie qui va s'appliquer. Donc, en général, la flat tax à hauteur de 30%, alors que lorsqu'on souscrit en direct, les revenus là sont considérés comme des revenus fonciers, et c'est donc la fiscalité des revenus fonciers qui va s'appliquer. On va pouvoir aussi, via l'assurance vie, optimiser la transmission. Là aussi, on reviendra sur les détails du cadre fiscal, mais on va pouvoir nommer des bénéficiaires et profiter de certains abattements pour limiter la fiscalité en cas de succession. Ça, c'est pour la partie fiscale. Et ensuite, l'un des avantages est également lié au délai de jouissance, parce qu'il y a un certain nombre d'assureurs qui vont supprimer le délai de jouissance lorsque les épargnants investissent via l'assurance vie, alors qu'en direct, pour Hirokozen, même s'il est assez court, on va commencer à générer des revenus à partir du 4e mois suivant la souscription. Et le dernier point, j'ai vu qu'il y avait des questions justement à ce sujet dans le chat, mais on profite de la liquidité garantie par l'assureur. Lorsqu'on est en direct, eh bien, il faut toujours qu'indirectement, il y ait un acheteur pour que les parts puissent être revendues. Ce n'est pas le cas via l'assurance vie, c'est l'assureur qui garantit la liquidité des parts. Donc, voilà les avantages au fait de loger une SCPI dans un contrat d'assurance vie. Il y a des éléments à avoir à l'esprit, des particularités par rapport à un investissement en direct. D'une part, on ne va pas être associé de la SCPI, puisque c'est l'assureur qui va détenir les parts, ce qui signifie que les personnes qui investissent via l'assurance vie n'ont notamment pas voté pour les différentes résolutions en assemblée générale. On a une enveloppe supplémentaire lorsqu'on investit via l'assurance vie, donc ça implique des frais de gestion sur ce contrat. Néanmoins, comme on a une fiscalité qui est plus avantageuse, même s'il y a ces frais qui se rajoutent, en général, on a tout de même une performance potentielle in fine nette de fiscalité et de frais de gestion qui pourrait être plus intéressante via l'assurance vie. Et justement, on parlait de fiscalité. Le point d'attention est lié au fait que pour les SCPI qui perçoivent des revenus à l'étranger, eh bien la fiscalité qui a été payée à l'étranger pour le compte des épargnants n'est pas récupérable par la suite. Très clair. On peut, avant de passer à la suite et aux détails de la fiscalité, est-ce que tu peux revenir rapidement sur deux notions? La première, c'est les frais de gestion. C'est vrai que c'est des questions qu'on nous pose souvent. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact finalement de ces frais de gestion sur ma performance? Tu peux nous donner un exemple concret pour illustrer ça? Oui, bien sûr. Si on investit, par exemple, 100 000 € sur un contrat d'assurance vie avec des SCPI et qu'on génère 6% de performance, et bien sur ces 6% net de frais de gestion et net de fiscalité étrangère, ensuite, les frais de gestion vont venir en déduction. Si on a 0,8% de frais de gestion, par exemple, ce qui est la moyenne sur l'ensemble des contrats d'assurance vie, eh bien la performance nette de frais de gestion sera de 5,2% via le contrat. Très clair. Et la deuxième question que je soulève, et c'est une question qui a été évoquée dans le chat, sur la partie fiscalité étrangère, tu l'as évoqué rapidement, effectivement, on ne peut pas récupérer la fiscalité étrangère. Tu peux nous rappeler un peu le détail du mécanisme et comment ça fonctionne et quels sont les impacts du coup sur mon assurance vie? Oui, je vais revenir déjà sur le fonctionnement lorsqu'on détient des parts en direct par rapport à la fiscalité étrangère. C'est-à-dire que nous, on règle pour le compte des épargnants la fiscalité étrangère à la source et donc on leur verse un dividende qui est net
de cette fiscalité étrangère. Et lorsqu'on détient des parts en direct, au moment où on fait sa déclaration de revenus, eh bien, ça va être pris en compte. La fiscalité prise à l'étranger est comptabilisée par l'administration fiscale, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de double imposition. Et lorsqu'on investit via l'assurance vie, nous, on verse à l'assureur le même dividende qu'aux épargnants, donc ce dividende net de fiscalité étrangère. En revanche, lorsqu'on fera un rachat sur le contrat par la suite, l'administration fiscale française ne fera pas la distinction entre les revenus français et les revenus étrangers dans la composition de cette performance, et donc ils seront fiscalisés de la même manière, sans tenir compte du fait que les revenus étrangers aient déjà été fiscalisés. Ouais, donc je perds effectivement cette fiscalité-là, mais on l'a dit, le fait que la fiscalité au-delà de 8 ans, et ça fait une belle transition, est plutôt intéressante. Ça vient compenser finalement ces deux facteurs-là qui sont les frais de gestion et la fiscalité non rattrapable. Est-ce que tu peux du coup nous détailler la fiscalité de l'assurance vie et quand est-ce qu'elle est le plus intéressante finalement dans les contrats? Ouais, oui, on parlait tout à l'heure des 8 années. Donc là, on voit bien qu'on peut procéder à un rachat, qu'il soit partiel ou total sur son contrat avant 8 ans, et dans ce cas, on a 2 options. Soit c'est la flat tax qui s'applique avec un taux forfaitaire d'impôt sur le revenu qui est de 12,8 et des prélèvements sociaux qui sont de 17,2 Si c'est plus intéressant pour l'épargnant, on peut aussi opter pour le taux marginal d'imposition plus toujours les prélèvements sociaux. Et donc ça, ce sera appliqué sur la part d'intérêt de performance qui sera liée au rachat. Et après 8 ans, c'est là qu'on a un avantage qui est optimal, puisqu'on va bénéficier d'un abattement qui est de 4 600 € par personne et par an sur les intérêts qui sont liés au rachat. Si on est en dessous de ces 4 600 €, dans ce cas, on va uniquement payer les prélèvements sociaux. Et si on est au-delà, on va payer de l'impôt sur le revenu à hauteur de 7,5 et encore une fois, les prélèvements sociaux. Et tu peux nous préciser l'assiette sur laquelle je suis imposé? Donc, imaginons que j'investis 100 000 €, je reprends ton exemple, 100 000 €, j'ai dégagé 10 000 € de plus-value sur 8 ou 10 ans. C'est sur quelle assiette que je suis fiscalisé? C'est dès que je ressors quelque chose ou comment ça fonctionne? Lorsqu'on effectue un rachat partiel par exemple, on va toujours regarder la part de performance dans la valorisation du contrat. Donc si on a investi 10 000 € et que le contrat a généré 100 000 € pardon, et que le contrat a généré 10 000 € de performance, à la valorisation du contrat, ce sera 110 000 € et on va rapporter le montant du rachat, enfin la part de performance à la valorisation du contrat, et c'est sur ce ratio-là qu'on va se baser pour calculer justement la base imposable sur ce rachat. Et c'est ce qui fait qu'en général, quand on procède à un rachat partiel, on a une fiscalité qui est assez allégée puisqu'on rachète toujours une part de capital et une part de performance et qu'on ne sera imposé que sur la part de performance. Très clair. Merci Maude. Le deuxième intérêt, on l'a déjà évoqué un petit peu, on va creuser ce point-là qui est la transmission en assurance vie. Tu peux nous détailler le fonctionnement et le meilleur timing pour pouvoir investir et profiter entièrement de cette enveloppe au niveau transmission? Ouais. Exactement, il y a une échéance qui est les 70 ans de l'assuré. Donc en cas de versement avant 70 ans, c'est là qu'on a les abattements les plus optimaux, puisqu'on va avoir un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Et si on dépasse, si la somme qui est versée au bénéficiaire dépasse les 152 500 €, dans ce cas, ça n'intègre pas la succession. On a un pourcentage de 20 qui s'applique. Et si on est vraiment au-delà du dernier seuil, là, on aura un pourcentage de 31,25 Donc ça, c'est pour les versements effectués avant 70 ans. Pour ceux qui sont effectués après, il y a aussi un intérêt à le faire. Alors l'abattement va être moins important, mais c'est toujours bien de bénéficier de ces deux abattements. Et donc là, on aura un abattement qui sera de 30 500 €, tout bénéficiaire confondu. Mais l'avantage, c'est que les versements, les intérêts générés par les versements effectués après 70 ans n'intègrent pas la succession, donc ils ne seront pas soumis à des droits de succession. C'est pour cette raison qu'il y a toujours du sens à effectuer des versements après 70 ans si on le souhaite. Ok, et je vois une question justement qui était passée aussi sur la transmission et notamment la clause bénéficiaire, qui est une thématique dont on entend beaucoup parler en assurance vie. Tu peux nous dire à quoi elle sert et comment ça fonctionne? Oui, la clause bénéficiaire, ça permet justement à l'assuré d'avoir un peu plus de liberté
pour transmettre son patrimoine, puisqu'on peut nommer des proches ou des personnes qui ne sont pas des membres de sa famille, par exemple. Je prends aussi l'exemple des frères et sœurs où on a des abattements en ligne directe, en dehors de l'assurance vie, qui peuvent être assez bas, qui sont d'un peu plus de 15 000 euros. Si on souhaite donner davantage à ses frères et sœurs, on peut les nommer bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie. Et dans ce cas, pour les versements effectués avant 70 ans, l'abattement sera beaucoup plus important, puisqu'il sera donc de 152 500 euros. Très clair, merci Maud. On va passer dorénavant à la deuxième partie qui est vraiment liée au contrat qu'on met en avant et qu'on propose aujourd'hui. Alors, on avait déjà un contrat d'assurance vie sur l'étagère qui permettait d'intégrer la SCPI Hirokozen, qui était un contrat qui s'appelle UNEP Evolution. L'assureur derrière était prêt par vie. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup mis en avant ces derniers temps, étant donné que le seuil d'accessibilité était assez élevé. On avait un ticket minimum d'investissement qui était de 40 000 euros sur ce contrat-là. Les frais de gestion étaient plutôt dans la fourchette haute du marché. On verra que le contrat qu'on propose là, plutôt dans la fourchette basse. Et l'ADN digital d'Iroko n'était pas complètement intégré à ce contrat-là, puisque mettre en place un dossier, suivre son investissement se faisait uniquement de manière papier, ce qui n'était pas forcément très agréable pour nos investisseurs. Donc là, aujourd'hui, le contrat qu'on propose, il a un ADN qui est beaucoup plus cohérent avec celui d'Iroko. C'est un contrat d'assurance vie de Spirica. Spirica, c'est une filiale du Crédit Agricole, qui est un bel assureur aujourd'hui sur le marché et qui est assez reconnu, notamment sur la partie immobilière. On a fait le choix de ne pas, évidemment, d'appliquer de frais d'entrée, comme c'est le cas sur nos produits d'épargne, notre SCPI Hirokozen. On a des frais de gestion, Maud l'évoquait, la moyenne du marché aux alentours de 0,8. On retrouve assez régulièrement des contrats, on a des frais de gestion sur les unités de compte qui sont à 1%. Aujourd'hui, il est à 0,6%. Les frais de gestion sur le fonds euro sont à 2%. Alors, ça peut paraître élevé, mais finalement, c'est des frais d'affichage puisque l'assureur vous rétrocède à vous assurer 1,3% de ces frais de gestion-là. Donc, en réalité, vous constatez uniquement 0,7% de frais de gestion sur le fonds euro. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? C'est un jeu d'écriture qui permet à l'assureur de ne pas garantir l'intégralité du capital du fonds euro. Le fonds euro est garanti à hauteur de 98% de son investissement. Et ça permet, et Maud l'évoquera un peu plus tard, de dynamiser un peu l'allocation du fonds euro. On parlait tout à l'heure d'accessibilité. Le ticket minimum d'investissement sur ce contrat d'assurance vie, il est de 5 000 euros. Donc, on reste effectivement sur des seuils qui sont cohérents avec notre gamme et notre autre SCPI. Et j'ai vu une question passer tout à l'heure dans le chat. Je vous confirme que l'intégralité des loyers, donc 100% des loyers, sont directement réinvestis, ce qui n'est pas le cas effectivement de l'ensemble des assureurs qui gardent parfois 5, 10 ou 15% des loyers. Donc, on va maintenant aborder les produits qu'on peut intégrer finalement dans ce contrat d'assurance vie. On va voir que c'est des produits qui sont plutôt des produits maison et un fonds euro de l'assureur. Et le premier produit, c'est Hirokozen. Je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà investi chez nous, donc qui connaissent le fonctionnement, mais c'est l'occasion d'en reparler un petit peu et peut-être de partager quelques actualités. Oui, bien sûr, je vois qu'il y a environ 15 personnes qui ont indiqué ne pas avoir investi dans la SCPI. Et pour les autres participants, ça fera un rappel concernant les chiffres à date pour Hirokozen. Au niveau des associés, aujourd'hui, on compte un peu plus de 21 000 associés. Le parc immobilier a aussi bien grandi grâce à une collecte qui a été soutenue, puisqu'on a collecté depuis le début de l'année 280 millions d'euros, ce qui nous a permis à un peu plus de 2 mois de dépasser le milliard d'euros de capitalisation sur Hirokozen. Et au niveau du parc, aujourd'hui, on compte 149 bâtiments qui sont loués à un peu plus de 300 locataires et toujours répartis dans 7 pays européens sur différents secteurs d'activité avec une ADN qui reste engagée, puisqu'on a toujours ce label d'investissement socialement responsable qui implique de tenir compte de critères environnementaux et sociaux dans notre stratégie d'acquisition. Et au niveau du rendement, donc l'objectif de rendement pour 2025 non garanti se situe dans une fourchette comprise entre 6,75 et 7,5%.
et également, parce que c'est aussi un moteur de performance concernant le prix de la part. Aujourd'hui, s'établit à 202 €. Les dernières valeurs d'expertise nous ont permis de calculer une valeur de reconstitution à un peu plus de 214 €. Ça, c'était fin décembre, donc qui était en hausse par rapport à celle qu'on avait obtenue précédemment. Et là, les derniers calculs sont en cours. On communiquera prochainement la valeur de reconstitution qui sera arrêtée au 30 juin. Le deuxième produit, vous le connaissez certainement un petit peu moins bien, c'est HeroConnex. C'est un produit qui est dédié au contrat d'assurance vie. C'est ce qu'on appelle une SCI, donc une société civile immobilière, qui fait office d'unité de compte dans les contrats d'assurance vie. L'intérêt et l'avantage d'aller investir dans ce fonds-là, c'est qu'elle va permettre d'accéder aux deux moteurs de performance de l'immobilier. Le premier moteur que vous connaissez déjà avec la SCPI Hirokozen, qui est l'immobilier de rendement. Là, on parle d'un immobilier qui est bien positionné, bien dans son marché, un immeuble qui est sorti de terre, qui est occupé par un locataire, qui n'a pas besoin de beaucoup de travaux et qui dégage un rendement. C'est ce qu'on fait très bien par ailleurs sur la SCPI Hirokozen. Et la SCI Hirokonex va pouvoir aller investir justement dans la SCPI Hirokozen, mais dans d'autres fonds immobiliers de rendement. On a notamment fait l'acquisition de parts dans des parts de SCPI qui sont la SCPI Mistral Sélection et Alta Conviction. On a également fait l'acquisition de parts dans une SCI. Donc ça, c'est vraiment la poche immobilier de rendement. Et l'intérêt du HeroConnex, c'est de pouvoir également accéder à ce qu'on appelle l'immobilier de création de valeur. Qu'est-ce qu'on appelle l'immobilier à création de valeur? C'est plutôt un immeuble qui n'est pas forcément très bien positionné dans son marché, qui a besoin de restructuration et qui va pouvoir être revendu par la suite en dégageant une plus-value. Concrètement, on peut le faire de deux manières. Soit on va investir dans des fonds qui sont des fonds thématiques. On a récemment investi dans un fonds logistique, par exemple, qui a fait l'acquisition d'entrepôts qui n'étaient pas forcément très bien positionnés. Il y a un locataire qui allait partir, ou bien il n'y avait pas du tout de locataire à l'intérieur. Il y avait une toiture à refaire. Et le fonds donc investit dans ce type de bien-là, restructure le bien, fait les travaux, intègre un locataire de qualité à l'intérieur engagé sur le long terme, constitue un portefeuille et va le revendre derrière beaucoup plus cher. Donc ça, c'est la première manière de faire, c'est d'investir dans des fonds thématiques. Et la deuxième manière de faire, c'est d'investir dans des fonds qu'on appelle des fonds à opération de marchand de biens. Donc ça va être l'acquisition, par exemple, d'un immeuble qui n'est pas forcément très bien positionné, qui peut être amianté, abandonné, et qu'on va désamianter, qu'on va restructurer, qu'on va revendre derrière avec une plus-value. Donc l'intérêt d'HeroConnex, c'est de pouvoir coupler ces deux moteurs de performance-là et de pouvoir regrouper finalement le meilleur de l'immobilier d'aujourd'hui. Ce qu'on fait très bien avec la SCPI Hirokozen, donc l'immobilier de rendement, et ce qu'on ne fait pas aujourd'hui et que d'autres acteurs font, qui est l'immobilier à création de valeur. On a 8 prises de participation aujourd'hui dans des fonds thématiques hôtellerie, logistique et commerce. On a des prises de participation également dans des fonds valuables, dans un fonds valuable et dans 3 SCPI et une SCI pour la partie poche rendement. L'ADN d'HeroConnex est le même qu'HeroKozen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais d'entrée. On a fait le choix de supprimer la commission d'entrée qui est habituellement présente dans le SCI. Et elle a un ADN aussi social et responsable, puisqu'il y a 5% de sa capitalisation qui va être dédiée à un fonds social, et elle est labellisée Financial, qui est un label d'investissement socialement responsable. En termes de performance qu'on peut attendre, c'est un objectif de performance long terme qui se situe aux alentours de 5%. On a fait beaucoup mieux depuis la création de la SCI HeroConnex, et notamment l'année dernière, puisque la performance a été... l'objectif de performance a été largement dépassé, puisqu'on a fait 6,21%, ce qui fait de la SCI HeroConnex la 3e SCPI la plus performante du marché en 2024. Et la capitalisation à date est de 30 millions d'euros. Et le troisième produit dont vous pouvez... là où vous allez pouvoir investir avec le contrat d'assurance vie, c'est le fonds euro nouvelle génération. Tu peux nous en parler un petit peu, Maud? Oui, exactement. Tu l'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est un fonds euro dont le capital est garanti à hauteur de 98% via ces 2% de frais de gestion, mais avec 1,3% de rétrocession. Le fait que le capital soit garanti à 98%, ça permet à l'assureur, en tout cas au gérant de ce fonds euro, d'aller chercher un peu plus de
d'avoir une allocation plus dynamique et de chercher une performance potentielle plus élevée. C'est-à-dire que là, on a 70% environ du fonds qui est investi en obligations, alors que la moyenne sur le marché se situe plutôt entre 80 et 90%. Et donc, les 30% restants, là, sont alloués à des investissements immobiliers en private equity et en actions, et ce qui permet à l'assureur d'aller chercher un peu plus de risques, mais aussi une performance potentielle un petit peu plus élevée. Et en 2024, la performance nette de frais de gestion du fonds euro était de 3,13%. Par comparaison, la moyenne des fonds euro a délivré une performance qui était de l'ordre de 2,5% l'année dernière. Et donc, on va présenter les allocations ensuite, mais on pourra loger dans certaines d'entre elles le fonds euro nouvelle génération Spirica. Tout à fait. Et les allocations qui sont disponibles, donc c'est des allocations avec des produits maison et le fonds euro Spirica. La première, et en fait la différence entre toutes les allocations, ça va surtout être la proportion de fonds euros. La première, on a la possibilité d'intégrer 50% de fonds euros, 30% d'Irocosen et 20% d'Iroconext. La seconde, on réduit un petit peu la poche de fonds euros et on atteint 30% de fonds euros, 50% d'Irocosen et 20% d'Iroconext. Et la troisième, on fait le choix de ne pas du tout investir sur le fonds euro. Et c'est ce qu'on appelle l'allocation dynamique, avec 80% d'Irocosen et 20% d'Iroconext. Donc voilà pour cette présentation. On va passer maintenant aux questions. Je vois qu'il y en a eu beaucoup de débats. Donc notamment également, effectivement, tant qu'on y est, sur les allocations, il y a effectivement des questions sur la partie seuil maximal d'investissement d'Irocosen. On a la possibilité de monter au-dessus de 50%. 50%, c'est ce qu'on voit habituellement chez nos confrères. On a la possibilité, via des dérogations, de monter effectivement un peu plus en termes de pourcentage d'Irocosen dans le contrat. Et l'allocation la plus dynamique, c'est celle effectivement avec 80% d'Irocosen et 20% d'Iroconext. On n'a pas la possibilité, et c'est une question que j'ai vu passer aussi tout à l'heure, on n'a pas la possibilité d'intégrer d'autres produits d'épargne qui ne soient pas des produits d'épargne Iroco ou le fonds euro Spirica. Et je me permets une précision, Antoine, tout à l'heure, tu parlais du fait que les dividendes soient réinvestis à 100%. Ils sont réinvestis sur la part en SCPI, donc dans Irocosen, et pas sur le fonds euro. Tout à fait. Je vous confirme, Denis, qui posait la question sur les reventes de parts. Dans un délai de moins de 3 ans, font-ils l'objet d'une commission de revente de 3%? Je vous confirme que ça s'applique également dans le contrat d'assurance vie. Est-ce que tu vois d'autres questions, Maud, qui seraient intéressantes à traiter aujourd'hui? Alors, on avait une question concernant la performance du fonds euro qui a été annoncée. Donc, c'est bien net des frais de gestion qui étaient évoqués plus haut. Et également pour des frais d'arbitrage, il n'y a pas de frais d'arbitrage sur ce contrat. Et côté pratique, comment s'y prendre? Voir avec ma banque qui gère mon assurance vie, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement, Maud? Pour adhérer à ce contrat, ça passera par l'intermédiaire d'Iroco. Et donc, ce sera un parcours de souscription digitale qui ne passera pas par notre interface, puisque bien, ce sera celle de l'assureur, enfin, en tout cas de la plateforme qui propose le contrat. Mais donc, on peut mettre en place le dossier, et aujourd'hui, il faut compter environ 3 semaines pour que le dossier soit mis en place. Et je précise également que si jamais vous êtes accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez tout à fait lui demander s'il a la possibilité de distribuer ce contrat d'assurance vie qui est le contrat version Absolue 2. Il y avait une question assez pratique. C'est vrai que vous êtes nombreux à avoir déjà investi dans la SCPI Irocosen en direct. Et il y en a certains qui se posent la question de la possibilité de transférer ces parts-là dans le contrat d'assurance vie. Est-ce que c'est possible? Oui. Alors non, ce ne sera pas possible de les transférer. Il faudrait revendre les parts pour ensuite réinvestir via le contrat d'assurance vie. C'est lié au fait que quand vous souscrivez à un contrat d'assurance vie, c'est l'assureur qui va acheter des parts, donc il ne va pas forcément acheter les parts que vous détenez déjà. Donc voilà, la seule manière de procéder, c'est de revendre les parts existantes. Très clair. Et effectivement, il y avait une question de Denis sur la situation d'Irocosen dans les contrats d'assurance vie. C'est vrai que Spirica a référencé la SCPI Irocosen il y a quelques mois maintenant, je crois que c'était en fin d'année dernière, et a plafonné maintenant a plafonné, a fermé carrément les arbitrages.
Donc, on n'a plus la possibilité d'arbitrer directement sur la SCPI Rocosen. C'est le cas également dans le contrat qu'on propose. Et on ne peut pas vous garantir que la situation ne changera pas ou n'évoluera pas. Ça dépend des discussions qu'on a, nous, avec Spirica. On a préféré stopper effectivement les arbitrages avec Spirica pour éviter d'avoir un afflux de collègues trop important, qu'ils aient un ratio de reprise trop important également dans la SCPI. Je précise que de manière générale, nos institutionnels au capital sont présents à moins de 10%. Et l'idée, c'est de rester dans cette fourchette-là. Et donc, pour ce faire, effectivement, il faut que parfois, on actionne des leviers, et notamment les arbitrages en assurance vie, qui permettent de réduire effectivement cette exposition-là. Donc, nous, on ne peut pas vous garantir que vous aurez la possibilité ou non de pouvoir arbitrer plus tard sur la SCPI Rocosen. Aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire, c'est ouvrir un nouveau contrat, investir dessus, et vous n'avez pas la possibilité d'arbitrer votre contrat existant sur des produits comme Hirocosen. Je vois qu'on avait une question également concernant l'IFI, le fait que les parts logées au sein d'un contrat d'assurance vie soient ou non imposables à l'IFI. Et la réponse est oui. C'est de la même manière que lorsqu'on détient des parts en direct, à hauteur du nombre de parts détenues et de la valeur IFI, il faudra déclarer ce montant donc à l'IFI. Emmanuel a une question sur la réputation de Spirica. Comme tout assureur, effectivement, la réputation n'est pas très bonne. Je vous mets au défi, Emmanuel, de trouver un assureur avec une très bonne réputation sur Internet. C'est lié à quoi? C'est lié au fait que, en règle générale, les mécontentements et les avis négatifs arrivent surtout en période de retrait de parts sur des produits qui fonctionnent assez mal. Et effectivement, l'assureur, de temps en temps, met un peu plus de temps à rembourser le client sur des unités de compte où il y a des difficultés au niveau de la liquidité. Pour vous rassurer là-dessus, Spirica, l'année dernière, a pu satisfaire 100% de ses demandes de retrait dans les temps impartis, ce qui n'est pas du tout le cas de l'ensemble des assureurs. Spirica l'a fait et c'était dans un contexte assez particulier puisque globalement, depuis maintenant 24 mois, les taux d'intérêt ont augmenté. Certaines unités de compte, et notamment immobilières, ont beaucoup souffert. Beaucoup de personnes voulaient sortir. Et il y a beaucoup d'assureurs qui ont bloqué la sortie à ce niveau-là. Et Spirica ne l'a pas fait et a pu rembourser l'intégralité des demandes de retrait. Donc oui, les réputations de manière générale des assureurs sont pas très bonnes. Mais on connaît très bien Spirica et l'ADN qu'on partage commun, qui est le digital, l'accessibilité, et leur réputation au niveau gestion sont très bonnes. Je remonte un petit peu le fil parce qu'il y a forcément des questions dont on n'a pas parlé plus haut, qu'on n'a pas évoquées. On parlait de Lynxea, Spirica, les différences. Maud, tu peux nous expliquer un petit peu les différences entre les différents acteurs? Oui, alors Spirica, c'est donc l'assureur qui propose différents contrats d'assurance vie, notamment le contrat version absolue 2 dont on parle aujourd'hui. Lynxea, c'est un courtier qui distribue notamment certains contrats Spirica, alors pas le contrat version absolue 2. Il distribue un autre contrat qui permet notamment de loger les parts d'Hirocosen, mais en ayant un petit peu moins de marge de manœuvre par ailleurs concernant la part d'Hirocosen, puisque à ma connaissance, on peut aller jusqu'à 50% sur le contrat proposé, alors qu'avec version absolue 2, on pourra aller jusqu'à 80%. Tout à fait. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Je suis en train de regarder la montre et il est 12h40. On avait dit qu'on restait sur un format assez court, d'une trentaine de minutes, qu'on a assez largement dépassé. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le format du webinaire, à contacter Maud ou votre conseiller en gestion de patrimoine si vous souhaitiez mettre en place un dossier d'assurance vie ou poser vos questions. Nous, on va essayer de reprendre également l'intégralité de vos questions dans le chat pour revenir vers vous et y répondre. Un grand merci, Maud. Merci, bonne journée.